Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde édition de l'Audion Morning Lab. Alors l'Audion Morning Lab, c'est le rendez-vous de l'audio digital et c'est réalisé par Audion qui est le leader européen du secteur. Moi je suis Nicolas James, je suis le rédacteur en chef de Mintit qui est une newsletter spécialisée dans la pub et les médias et je vais avoir le plaisir d'animer cet échange d'environ 45 minutes autour du sujet de l'audio digital. On va parler des bonnes pratiques pour créer, distribuer et monétiser ce type de contenu. Et j'ai la chance d'avoir avec moi deux interlocuteurs spécialistes de la pratique. On va commencer par vous, Emma Hollen. Bonjour Emma Hollen. Bonjour Vous Nicolas. travaillez pour Futura. Oui, exactement. Je suis responsable audio chez Futura depuis 2 ans et demi maintenant. Ok. Et vous, Alexandre, vous travaillez pour Initial Studio. Tout à fait. Bonjour. Donc, je m'occupe du marketing et de la distribution pour Initial Studio. Ok, alors comme on a 45 minutes et qu'on a quand même le temps de poser les différents enjeux, on va prendre un peu le temps de se présenter mutuellement aussi. Donc Emma, vous êtes arrivée il y a 2 ans et demi chez Futura. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous y faites et peut-être pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas forcément ce média, même si il a une traction assez galopante au cours de ces dernières années, ce qu'est Futura? Alors Futura, c'est un média de vulgarisation scientifique qui existe depuis bientôt 22 ans, qui a été créé par Guillaume Josse alors qu'il était tout jeune étudiant. Aujourd'hui, Futura, c'est environ 13 millions de visiteurs uniques par mois. C'est 3 marques. On a Smart Motion qui est dédié à la mobilité douce, Skills qui est plutôt adressé aux étudiants et Jeune Pousse qui est plutôt adressé aux startups et aux entreprises qui ont des enjeux éco-responsabilité et responsabilité sociale des entreprises. On adresse aussi 5 rubriques qui sont la santé, la tech, la maison, la planète et les sciences tout simplement. Et on est un petit peu partout, donc à la fois sur la vidéo, le podcast, l'édito, les réseaux sociaux, etc. Les marques que vous nous avez données, elles ont des propriétés digitales qui leur sont propres. Il y a un site Jeune Pousse ou c'est des marques qui sont dans le site Futura? C'est dans le site Futura, exactement. Okay. On hésite justement à les lancer parce qu'elles sont en train de vraiment prendre du mouvement. Mais voilà, pour l'instant, on les garde dans le site Futura parce qu'on pense qu'elles sont toutes représentatives d'un certain engagement social, éco-responsable qui sont dans l'ADN de Futura. Ok, voilà. Alors, on a un peu préparé cette émission, évidemment, et vous m'avez dit quand vous êtes arrivé, les podcasts, c'était encore quelque chose de bourgeonnant chez Futura. Exactement. En fait, théoriquement, je suis chez Futura depuis 3 ans. J'ai commencé en freelance chez eux alors qu'on lançait le podcast Chasseurs de sciences, qui est un podcast d'histoire des sciences. Et j'ai commencé à travailler en contrat à partir de septembre, puisque c'est là qu'on a vraiment commencé à prendre de la vitesse. On a revamp un podcast pour en faire un podcast d'actualité hebdomadaire. Et l'année suivante, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a lancé 3 nouveaux podcasts. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris du mouvement assez rapidement. On parlera peut-être des raisons après. Et donc aujourd'hui on est à 6 podcasts, c'est ça? Aujourd'hui on est alors théoriquement 7 podcasts, 5 podcasts actifs et un qui va se lancer à la fin du mois. Et alors, pourquoi est-ce que justement le groupe a décidé, par votre entreprise, d'accélérer sur l'audio et le podcast en particulier? Il y avait une conjoncture qu'on a tous constatée en 2020 qui était très propice au lancement du podcast. Les gens étaient chez eux, ils avaient besoin d'un contact humain et le podcast a ça d'intimiste et de personnel qui permet de vraiment compenser l'absence d'êtres humains autour de soi. Ça a été vraiment un super format pour aider les gens à s'évader et à recréer du lien même quand ils étaient seuls chez eux. Donc il y a eu une vraie demande en fait sur le podcast et ça tombait bien parce qu'on avait des histoires à raconter et on a vraiment décliné sur toutes sortes de formats vers tout type de public et on a encore des tonnes d'idées dans les cartons qu'on a envie de développer. En termes de ligne édito, c'est exactement les mêmes thématiques que Futura et ses marques adjacentes ou c'est peut-être l'occasion aussi d'explorer des thématiques un peu parallèles? Le podcast est son propre média, donc de base, on a une ligne édito qui est légèrement différente. On va adresser notamment des publics famille, enfants qu'on n'adressait pas sur le site. On va avoir un ton plus humoristique sur certains podcasts et on va se permettre de faire du format long sur certains podcasts, là où l'article d'actualité ne le permet pas forcément. Donc effectivement, ça nous permet d'explorer des formats différents. Pourquoi pas derrière, peut-être, notamment sur les thématiques, aller et lancer une version écrite ou un site quand on voit que vous venez prescripteur et légitime sur une thématique sur laquelle vous n'hésitez pas, ça peut être un motif d'exploration d'une thématique. Exactement, oui. Vous l'avez déjà fait ça ou pas encore? En mode, on voit qu'il y a un podcast qui marche bien sur une thématique qu'on ne fait pas trop sur Futura, et du coup sur Futura, peut-être on accélère. On a lancé un podcast science ou fiction en mai de l'année dernière qui a très bien marché. C'est un podcast de debunking des idées reçues, par exemple. Est-ce que c'est vrai que les chiens voient en noir et blanc? Ou si je laisse tomber ma tomate par terre, est-ce que je peux encore la manger après 5 secondes? Et ça marche vraiment très bien. On a un super succès autour de ça. Le public est très engagé. Donc on a décidé de le décliner sur les réseaux sociaux via un format vidéo. D'accord.
Ok. On passe à vous, Alexandre. Donc, vous êtes responsable marketing chez Initial Studio. Est-ce que vous pouvez présenter le studio, peut-être? Alors, moi, j'ai appris qu'en fait, c'était lié à Slate. Tout à fait, ouais. C'est un studio qui a été créé en 2020, donc qui a adossé à Slate. Et donc, l'idée de Marc Silam, qui est le directeur général de Slate et d'Initial, c'était de développer un studio qui puisse aller explorer d'autres thématiques que les podcasts de Slate. Chez Slate, il y a une rédaction et les podcasts sont en phase avec la ligne. Qui marche hyper bien, notamment Transfert. Totalement, Transfert, le podcast des plus anciens podcasts natifs. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir aller explorer les thématiques que Slate n'explorait pas. Et donc, pour cela, on a créé Initial Studio. Et donc, on existe depuis 2020 et on fait deux choses. Il y a d'un côté de la création originale, donc une activité assez classique de studio de podcast. Et l'autre activité qui est aujourd'hui assez majeure chez nous, c'est l'adaptation de programmes audiovisuels en podcast. Donc, c'est principalement des documentaires. Et en fait, l'idée est venue en écoutant des documentaires et en se disant, mais tiens, ça pourrait totalement se prêter à une exploitation audio. C'est une narration sur laquelle... C'est des documentaires qui ont forcément un diffuseur en audiovisuel, ou ça peut être des documentaires un peu indés dans leur coin, vous dites C'est principalement des documentaires qui effectivement ont déjà été exploités sur des chaînes linéaires ou sur des plateformes parfois, mais on peut parfois dénicher un documentaire qui peut-être n'a pas été exploité par un diffuseur. On se dit, ok, nous ça nous semble très pertinent, allons-y. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est ça plutôt versus la création originale, c'est plutôt ça l'essentiel aujourd'hui de votre prod et de vos audiences? Sur la création originale, déjà qu'on a des projets qu'on développe, et typiquement sur la jeunesse, on a un programme qui marche très bien qui s'appelle Raconte-moi une bêtise. Donc ça, c'est un format assez marrant où c'est des adultes qui racontent des bêtises qu'ils ont fait quand ils étaient petits. Ça cartonne. Et donc, on sait que sur ce genre de programme, on continue. Là, typiquement, on prépare une nouvelle saison. On est en discussion avec des producteurs, d'ailleurs, pour cette fois adapter ce podcast en série d'animation. Donc voilà, on aime beaucoup explorer tous ces liens possibles entre audiovisuel et podcast, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, Jacques, aujourd'hui, quand on regarde le volume de podcasts et le volume d'audience, l'adaptation représente une part importante, mais la création originale est pour nous aussi un moyen d'aller typiquement sur la jeunesse. C'est plus compliqué d'adapter des choses, des séries d'animation jeunesse qui ont un rapport à l'image beaucoup plus fin. Et donc là, on sait que la création originale est indispensable. Sur le sujet de l'adaptation de l'audiovisuel, vous y avez été parce que c'était une opportunité, parce que personne ne le faisait, et peut-être que c'est aussi une opportunité économique, parce que les coûts de prod sont, j'imagine, un peu moins élevés, ou il y a d'autres raisons alors, effectivement, c'est une raison de se dire qu'on a là des matériaux assez géniaux qui pourraient être exploités en audio avec un coût de production relativement faible, c'est sûr. L'autre chose, c'est que chez Initial, je crois que la majorité des gens sont amoureux du documentaire. Et c'était aussi pour nous une possibilité de se dire, OK, il y a des œuvres qui sont parfois dans des catalogues qui dorment depuis quelques années, et le podcast représente là une nouvelle fenêtre de diffuser. Une nouvelle manière de diffuser ces documentaires. Donc c'est aussi l'envie de partager au plus grand nombre des documentaires qui nous semblent toujours pertinents. En termes de contenu, on est sur toutes les typologies. Vous avez quand même une ligne édito, on va dire. Alors, on a une ligne édito, mais qui est assez large. On a donc des contenus qu'on exploite sur toutes les plateformes et qui sont accessibles gratuitement, donc monétisés par la pub. Et donc là, on est sur les thématiques, je dirais, relativement mainstream, donc du true crime, des affaires judiciaires, ce genre de choses. Et on a également une nouvelle offre, Docurama, qu'on a lancée dernièrement. On pourra en parler peut-être plus en détail. Et là, l'idée, c'est d'aborder les thématiques moins mainstream, donc qui sont culture, découverte, science, histoire. Donc voilà, l'idée avec Docurama, c'est de pouvoir proposer des documentaires qui peut-être sont moins faciles à exploiter dans l'univers gratuit du podcast. Et c'est quoi un docu qui est podcast friendly? Est-ce que un docu qui cartonne ou qui marche bien en audiovisuel, il va forcément bien marcher en podcast, ou il y a quand même des biais et des points de vigilance là-dessus? Alors, sur les thématiques, c'est sûr qu'on est assez proche. Une super série sur une affaire judiciaire ou une affaire criminelle qui cartonne sur une plateforme ou à la télé va normalement fonctionner en podcast. Après, déjà que la chose importante sur laquelle nous on travaille, c'est effectivement, je dirais, son potentiel d'adaptation en audio. Donc, est-ce que la narration, je dirais que le ton de la narration, l'écriture, se prête à une écoute audio? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants? Si oui, est-ce qu'il y a des passages en langues étrangères? Est-ce qu'il y a beaucoup de support visuel, j'imagine aussi, besoin de visuel? Totalement. Donc après, c'est à nous d'évaluer quel va être le travail et la quantité de travail pour rendre ce documentaire audiovisuel audible et agréable à l'écoute. Entre le moment où vous identifiez un docu, vous dites ça pourrait être sympa de l'adapter, et le moment où ça sort en version podcast, c'est quoi globalement le temps de... Alors, c'est cool.
Le travail d'adaptation, c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez rapidement parce qu'on a une équipe qui est dédiée à ça. Donc, aujourd'hui, on a processé ça et on peut aller assez vite. Chez nous, l'enjeu, il est plus, je dirais, sur la manière de le diffuser. Et donc, typiquement, on travaille beaucoup sur des systèmes de séries. Donc, par exemple, on a un podcast qui s'appelle Criminel. Et donc, c'est un podcast où toutes les semaines, il y a des nouveaux épisodes. Et là, notre travail, c'est d'aller agréger justement des documentaires, des unitaires ou des mini-séries auprès de différents producteurs. Et donc là, le travail, c'est vraiment un travail édito de créer comme ça des saisons au sein de ce flux pour attirer de nouveaux auditeurs et pour avoir une proposition assez riche. Et donc, c'est plus ça qui prend du temps. C'est comment on imagine, on élabore cette proposition éditoriale et comment on va aller dénicher le nouveau documentaire ou la nouvelle série qu'on va pouvoir intégrer dans cette... Parce que, effectivement, le gros sujet quand on est dans ces podcasts natifs, c'est la visibilité aussi. Donc, au moins de packager ça dans des séries, ça permet, plutôt que de le laisser vivre dans son coin, de lui donner une visibilité. Tout à fait. Enfin, je crois que vous connaissez ça aussi. C'est intéressant, mais ça permet de créer une cohésion, effectivement. C'est très intéressant. Sûr. Moi, je me demandais qu'il y a un gros travail d'adaptation à faire d'un documentaire à l'autre. C'est vrai que chaque documentaire a un peu sa particularité. Après, je dirais qu'aujourd'hui, on a aussi un peu appris de notre expérience et on sait que parfois que des documentaires nous semblent géniaux sur le papier, mais que le travail va être très très compliqué et au final, on va arriver à un résultat peut-être un peu déceptif. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, on n'y va pas. On se dit, OK, peut-être qu'un jour, on aura la manière de faire, mais aujourd'hui, c'est trop long, trop coûteux de se lancer dans une adaptation d'un documentaire, peut-être avec énormément d'images, où il faudrait reconstruire toute une narration. Et puis en plus, l'idée, c'est quand même de respecter déjà le travail original qui a été fait par les auteurs et les producteurs. Ils ont leur regard, j'imagine, sur le Final Cut. Totalement, ils sont associés à cette production, ils sont coproducteurs avec nous du podcast. Les auteurs perçoivent une rémunération en tant qu'auteurs du podcast également. Donc, c'est important pour nous. C'est une contrainte aussi même au processus de production quand même. Totalement, mais pour nous, c'est aussi important que les auteurs se sentent associés au projet et pas volés de leur propre création. Emma, vous êtes du coup dans la création originale à 100%. C'est quoi pour vous les bonnes recettes justement pour lancer un podcast qui marche? Est-ce que vous avez un peu un how-to faire un podcast qui cartonne? On aimerait tous connaître la recette magique. Il y a pas mal qui nous regardent là, je pense qu'ils ont envie de savoir un peu aussi. Je suis désolée, j'ai pas la recette magique. Non, mais un podcast, c'est quelque chose qui se fait avec du cœur. Je pense que on peut pas. C'est difficile d'être désabusé aujourd'hui dans le podcast et de voir ça comme un pur produit. C'est vraiment quelque chose qui est très, encore une fois, intime, très humain. On est comme sur un format vidéo avec un influenceur, c'est-à-dire que vraiment, généralement, le podcasteur va connecter avec son audience et on peut pas lui mentir. Donc le premier critère pour faire un bon podcast, c'est de faire un bon podcast en fait, c'est de chercher la qualité et pas forcément le volume. Après, bien entendu, il y a des enjeux de durée, de volume, de périodicité de publication qui vont jouer sur les revenus d'un podcast, mais il faut avant tout se demander qu'est-ce que j'apporte sur la table, à la table, qu'est-ce que j'apporte de nouveau, qu'est-ce que j'apporte qui va donner envie aux gens de m'écouter plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre. Nous, on avait donc ce podcast Chasseurs de sciences qu'on a décidé d'arrêter parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait Franck Ferrand raconte, qu'il y avait un podcast de Bababam dont j'oublie le nom et j'en suis sincèrement navrée. Mais voilà, il y avait 6 ou 7 concurrents qui étaient autour de nous et on s'est dit, OK, on est arrivé au point où on a apporté ce qu'on avait à apporter. Aujourd'hui, on ne peut rien apporter de plus par rapport à ces personnes. Donc, on va laisser nos auditeurs, on va libérer nos auditeurs et les laisser se diriger vers ces podcasts. Et on a décidé de travailler du coup sur un nouveau concept original qui sortira prochainement. Ok, donc effectivement, c'est savoir parfois s'arrêter quand on voit qu'on n'est plus assez différenciant. Parce que, comme on l'a dit, il y a énormément de podcasts, il y a un vrai sujet de distribution de visibilité. Et au bout d'un moment, si vous n'avez pas une value proposition vraiment spécifique, c'est compliqué d'émerger. Il y a un autre point que vous m'avez dit, et c'est vrai que l'industrie du podcast est souvent épinglée pour ça, c'est le bien-être des collaborateurs et des gens qui sont associés à ça. C'est pas toujours là où cette économie est la mieux disante, notamment dans le monde du podcast natif, parce que c'est une économie assez précaire, on va dire. Et ça, c'est un point qu'on oublie parfois un peu. Moi, j'ai travaillé dans la presse web et je peux vous dire qu'il y a toujours pire. Oui, c'est vrai que la presse web est un son lot aussi. Mais effectivement, bien traiter ses prestataires, en particulier ses voix, mais pas exclusivement, bien entendu. Un monteur différent, ça s'entend. Une voix différente, évidemment que ça s'entend. Donc, il faut travailler correctement avec ses collaborateurs parce que, tout simplement, le jour où une voix quitte un podcast ou arrête de mettre les efforts nécessaires dans son script ou dans sa voix, ça va s'entendre, en fait. Et je pense que c'est vraiment important d'entretenir de bonnes relations avec ses collaborateurs pour qu'ils se donnent toujours au maximum, qu'ils s'éclatent sur le podcast et que les auditeurs s'éclatent à écouter le podcast. Surtout qu'en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à l'ère des influenceurs / créateurs de contenu. La voix est parfois plus forte que le programme. Et je sais que sur certaines émissions, il suffit que la voix pourrait partir ailleurs et lancer une
notre marque en solo, l'audience suivrait potentiellement. Donc, c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant là-dessus. Ouais. Oui, clairement, la voix a un impact très fort, selon sa qualité. Moi, j'aime beaucoup la voix de Gabriel Massé de chez Studio Biloba, que je salue. Et je pense qu'on entend beaucoup de choses. On sous-estime vraiment la voix. On entend énormément de choses dans la voix. On entend une voix qui craque quand on est triste. On entend un sourire. Donc, l'investissement d'un collaborateur dans sa narration se ressent énormément du côté auditeur, et c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence avec les gens qui produisent nos podcasts. Vous avez déjà dû composer avec justement une voix qui vous fait défaut, finalement il part pour d'autres horizons, et l'enjeu de continuer à pérenniser la marque malgré ce départ-là? Oui, ça nous est déjà arrivé. Alors, je ne veux pas citer de nom. Non. Mais effectivement, il y a des voix où tout simplement on sent que ça passe pas, ça connecte pas, et à ce moment-là, il faut qu'on renouvelle, qu'on arrive à justifier ce changement et qu'on arrive à recréer un lien de confiance avec l'audience et voilà, recréer un lien de connexion en fait avec ce public-là pour qu'ils aient envie de nous retrouver toutes les semaines et d'entendre notre voix dans leurs oreilles. Un petit mot, Alexandre, peut-être sur la précarité parfois de l'économie du podcast et la difficulté justement à bosser dans des conditions sereines parce qu'on a des échéances, des budgets serrés, etc. Est-ce que vous trouvez que les choses se sont un peu améliorées dans l'industrie avec les années et la maturité naissante? Ouais, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Moi, j'ai intégré Initial Studio et donc Slate il y a 2 ans et demi. On voit que déjà en 2 ans, les choses ont un peu bougé, enfin même beaucoup bougé. Après, effectivement, on reste dans une économie enfin, si je compare justement avec l'audiovisuel, avec qui on travaille beaucoup, on est quand même sur une économie assez différente. Après, ce qui est hyper encourageant, et c'est notamment pour ça qu'on est ravis de travailler avec Audion, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont assez audacieux et qui permettent justement aux podcasteurs d'aller davantage monétiser leurs programmes, ce qui permet quand même de rajouter un petit peu de dynamisme et du coup le travail avec les collaborateurs est plus aisé et on peut se permettre aussi du coup plus de choses en se disant bon ok, il y a 2 ans on n'aurait peut-être pas imaginé faire ça, aujourd'hui peut-être qu'on peut prendre davantage de risques parce qu'on sent que derrière l'économie est un petit peu plus dynamique. Donc c'est sûr que c'est un sujet, c'est toujours un petit peu périlleux de savoir où est-ce qu'on place le curseur sur risque et en même temps état du marché du podcast. Bien sûr. Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu du sujet de la distribution qu'on a un peu évoqué en filigrane. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on est dans un studio de podcast natif comme vous par exemple, c'est quand même très compliqué d'émerger parce qu'on ne peut pas s'adosser à une audience forcément existante, même si j'imagine que vous faites de la cross-promo ensuite, mais on n'a pas des audiences hyper fortes comme peuvent l'avoir les radios qui vont lancer une nouvelle marque où le replay s'adosse au linéaire. Aujourd'hui, comment vous vous y prenez pour, vous dites, allez, on va lancer une nouvelle série sur une nouvelle thématique. Ça va être quoi un peu votre guide pour lancer ça et lui donner les conditions du succès d'un point de vue visibilité, si on met de côté au-delà de la qualité du contenu, sur l'aspect distribution pur et dur? Alors juste sur l'aspect qualité du programme, il y a quand même un truc moi que je trouve fabuleux avec le podcast, c'est le premier podcast qu'on a lancé avec Initial Studio, ça s'appelait Garde à vue. Et c'était adapté d'une série documentaire où là c'était des reconstitutions de garde à vue avec des comédiens. C'était assez génial, c'était très très bien produit. Et typiquement on l'a lancé, on avait, je dirais, aucune audience d'installer et le programme très vite a su faire sa place, remonter naturellement sur les plateformes et du coup créer une audience naturellement. Donc moi déjà je suis convaincu que c'est possible clairement en earned media, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le partage, on peut arriver à... Clairement, j'en suis convaincu quand le programme est vraiment très bon, je crois qu'il arrive quand même à faire sa place. C'était il y a combien d'années, ceci étant? Ça, c'était il y a 2 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu plus dilué. C'est sûr que c'est plus compliqué et donc il y a tout un tas de leviers à actionner pour faire en sorte que son podcast soit découvert et écouté. Donc c'est sûr que l'autopromo, c'est un vrai sujet chez nous. Aujourd'hui, on a une audience installée typiquement sur les thématiques true crime, justice et jeunesse. Donc oui, on s'en sert naturellement quand on lance un nouveau podcast pour aller le faire connaître. Et ça va être quoi? C'est genre un petit pré-roll host-read ou du moins un pré-roll pour dire, on a lancé tel nouvel épisode, vous pouvez le retrouver sur notre plateforme. Exactement, ça passe par du pré-roll et également, on se rend compte que ça fonctionne également bien quand on insère la bande-annonce du nouveau podcast dans un autre flux connexe. Bon, il faut toujours faire attention sur est-ce que les thématiques sont pertinentes entre elles, etc. Mais ça marche plutôt bien. Le travail sur les réseaux sociaux est important. C'est un travail de fond, un travail de fourmi. Et en plus, chez nous, chez Initial Studio, vu qu'on travaille davantage des marques podcast plutôt qu'une marque Initial Studio. Ce que je veux dire, c'est vous avez un compte Insta, par exemple, par marque podcast. J'imagine que Initial Studio en lui-même n'a pas forcément... Voilà, c'est un compte vitrine, mais c'est sûr qu'on travaille davantage, nous, sur ces thématiques différentes, parce qu'entre un podcast true crime et un podcast jeunesse, pardon, on n'est pas vraiment sur la même audience. Donc, il y a ce travail-là. Et puis, quand même, aujourd'hui,
le vrai levier, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est la mise en avant sur les plateformes. Et ça, on voit directement l'effet quand Apple Podcast, ou Spotify, ou Deezer, ou Amazon Music va nous mettre au bon endroit. On sent que directement les audiences suivent. Donc ça, c'est quand même le grand jeu. Comment on peut influencer là-dessus? On envoie un mail à l'adresse générique ou vous avez un account que vous pouvez appeler, s'il te plaît, mets-moi en avant? Ouais, ça passe un petit peu par... Il y a des formulaires qui sont mis en place pour tenir au courant les personnes qui gèrent la curation dans ces plateformes de nos nouveautés. Et après, c'est un travail, je dirais, au quotidien, et c'est un peu ça aussi, je pense, le travail, c'est de faire en sorte que, voilà, quand on croit vraiment à un programme, on se dit, OK, celui-ci, je crois qu'il va plutôt correspondre à ce que tu attends de tes partenaires et ce que peut aimer ton audience. Donc, voilà, j'essaye de te le présenter au mieux et de faire en sorte qu'il soit le mieux exposé possible. Mais ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'un pour moi des leviers les plus importants pour la découvrabilité d'un podcast. Comment est-ce que tu travailles ça, toi, Emma, du coup, les relations avec Spotify, Apple Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, les relations, nous, on les a contactées très tôt. Deezer, rappelez-moi, s'il vous plaît. J'ai jamais réussi à les joindre. Mais non, effectivement, on les a contactés assez tôt, déjà pour comprendre un peu quel était leur modèle et ensuite, effectivement, comprendre le modèle de featuring. On a tissé très bons liens, notamment avec Spotify et Amazon Music, qui ont des super personnes comme Sarah, Alice et Laura Cordy chez Spotify. Et effectivement, ensuite, il y a les formulaires de featuring chez Apple Podcast qui peuvent nous créer des pics d'audience absolument faramineux. Juste, j'avoue, je suis pas complètement familier de l'univers, mais en fait, c'est que tu es featuré dans une thématique, par exemple, au sein d'Apple Podcast, du coup, si ça va vraiment dépendre de la façon dont ils organisent leur homepage. Effectivement, parfois, on va être mis dans des sections. Je crois que Bête de Science est featuré dans la section enfants d'Apple Podcast, ce qui nous permet de vraiment booster nos audiences. Et ensuite, ça va être des mises en avant sur la page d'accueil en top podcast. Ça, c'est plutôt pour des lancements, généralement. C'est fait manuellement, ça, ou tu peux automatiser et dès que tu as un podcast qui est mis en ligne, bam, t'envoies le flux via ce formulaire demande de featuring? Je pense que c'est important d'avoir un contact humain derrière. Okay. Ils reçoivent énormément de demandes. Ok, donc vous ne pouvez pas automatiser ça avec des logiciels de push CRM Exactement. Moi, ce que m'avait recommandé Mélanie Dulay chez Apple à l'époque, c'était de faire une demande toutes les 2 semaines parce qu'ils étaient submergés de demandes et du coup, je pense que la touche humaine et le contact direct joue énormément. Et peut-être du coup toi-même faire un filtre. En gros, tu vas pas lui pousser tous tes podcasts. Exactement. Sinon tu vas peut-être la saouler même. Exactement. C'est contre-productif. Et ça, qu'on revient juste au sujet de la qualité, l'originalité et la singularité du podcast, on se rend compte qu'effectivement, ils reçoivent beaucoup de formulaires et de demandes de mise en avant. Et en fait, si on arrive simplement en une phrase, en 2 phrases, à montrer en quoi c'est super, c'est pertinent, c'est original et que ça n'existe pas ailleurs, souvent ça fait mouche. Donc c'est aussi là où ça pose des questions sur peut-être des fois produire moins pour produire mieux. Et c'est toujours un peu cet équilibre. C'est effectivement la quantité parfois unitairement, chaque podcast fait peu d'audience. En réalité, il vaut mieux se concentrer sur des gros hits, même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais... Totalement. Sur Spotify, Emma, tu me disais qu'il y avait une playlist Daily Drive sur laquelle vous étiez featuré parfois et qui vous apportait pas mal d'audience pour le coup. Exactement, on a discuté avec Spotify l'année dernière et on leur présenté du coup notre podcast Science ou Fiction qui était sorti 2 mois plus tôt. Et ils ont beaucoup aimé, ils nous ont proposé effectivement de nous featurer sur le Daily Drive qui est donc une playlist qui est renouvelée de manière hebdomadaire, je crois, pour les gens qui écoutent Spotify dans leur voiture et ça nous a apporté des très beaux volumes. Ça nous avait vraiment boosté les audiences de Science ou Fiction et depuis le bouche à oreille a continué de se perpétuer. Amazon Music nous a aussi fait une belle campagne de publicité à Gare du Nord à la fin de l'année dernière. Exactement. Sur le Daily Drive, c'est marrant, c'est un peu genre une sorte de radio réinventée parce que ça mixe musique, programme court. En fait, c'est un peu comme ils faisaient une programmation radio qui dure, je sais pas, j'imagine 1 heure, 2 heures peut-être. C'est intéressant, je sais pas si ça témoigne d'une transition dans les choix d'écoute des auditeurs. En revanche, ça témoigne d'une transition chez Spotify et d'une vraie volonté de s'imposer sur le podcast, qui aujourd'hui paye, puisqu'ils sont en train d'arriver au coude à coude avec Apple Podcast. En termes d'audience, chez vous, aujourd'hui, Spotify représente autant qu'Apple Podcast On est quasiment au coude à coude. Ça dépend des productions, évidemment, mais non, ils sont en train de vraiment prendre une belle part de nos audiences. On est dans les mêmes ordres de grandeur chez Initial Studio Ouais, c'est vrai que c'est assez lié effectivement au podcast. Typiquement, chez nous, le programme jeunesse qui avait été acheté en exclusivité par Deezer sur une saison qui maintenant est multidistribuée, on voit que Deezer représente encore une part d'écoute très importante. Mais sinon, sur le reste de notre catalogue,
c'est vrai que Apple et Spotify, on est sur un joli 50-50. Après, il faut dire aussi qu'Apple, moi je parle en tant qu'utilisateur, mais c'est vrai que l'UX de l'app a toujours été assez, pas terrible, on va dire. Même côté, je crois, podcaster, il y avait beaucoup de complaintes c'était il y a 1 ou 2 ans sur les metrics. On avait peu de visibilité sur les écoutes, les taux de complétion, c'était pas hyper granulaire. Je sais pas s'il y a eu un peu d'amélioration un peu là-dessus, mais d'un point de vue utilisateur, je sais pas si l'app a beaucoup évolué. En tant qu'éditrice, personnellement, je trouve que leurs analytics font Ok. partie des plus complets avec ceux de Spotify, ok. justement. D'accord, bon, Ouais. ça s'est amélioré alors. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, effectivement, qu'il y avait une offre payante, donc Docurama, aujourd'hui, on voit la différence flagrante entre Spotify et Apple, où Apple a un système vraiment de chaîne qui nous permet, je dirais, une liberté d'éditorialisation assez géniale, là où Spotify n'a pas ce système de chaîne. Donc, on voit quand même des différences assez majeures sur aussi la stratégie dans le payant. C'est-à-dire qu'il y a des... Chez Apple, on peut avoir une chaîne, donc typiquement nous, Docurama, dans lequel on vient accueillir tous les podcasts de l'offre Docurama. Là où sur Spotify, on ne peut pas créer comme ça de bundle qui vient regrouper différents podcasts. Voilà. Non, exactement. Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet, je crois aussi. Ils sont toujours entre l'audio, enfin la musique et le podcast. Ils n'ont jamais trouvé aussi le bon équilibre sur comment mettre ça en avant d'un point de vue user. Et j'avais une autre question, c'est sur les perspectives de monétisation. Et il y a 2-3 ans, le gros sujet, c'était souvent de vendre à ces plateformes-là du contenu exclusif. Alexandre, tu me disais que aujourd'hui, c'était plus tant que ça une option, quoi. Je crois qu'avant, pour beaucoup de studios, c'était le plan A, vendre des podcasts originaux aux plateformes. Aujourd'hui, c'est un plan B, C, D, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait ça ? Je pense qu'on le voit tous dans les actus où aujourd'hui, les investissements sont vachement réduits. Il y a de plus en plus des stratégies aussi européennes. Typiquement, chez Audible, je crois que c'est vraiment le cas où ils réfléchissent au niveau européen à des super productions qui pourraient du coup être diffusées dans tous les pays. Un peu comme Netflix, ils rationalisent la prod et du coup ils cherchent du truc worldwide. Totalement. Du coup, ça va créer 3-4 commandes, je dirais, sur l'année. Et il y a quand même pas mal de studios de podcasts, donc ça devient une concurrence assez féroce. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, mais on est de plus en plus aussi sur les podcasts qui fonctionnent et qui sont relativement simples à produire, c'est incarné par des gens avec une énorme communauté. Et ça, aujourd'hui, je dirais que pas mal de studios de podcasts, typiquement nous, on n'a pas de légitimité à faire ça. On est spécialisé dans le documentaire et aujourd'hui, aller imaginer un podcast autour d'un incarnant d'un influenceur sans écriture documentaire, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, c'est clair. Et Matt, de ton côté, vous avez déjà vendu des... On a essayé, on n'a pas réussi. On est arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire vraiment au moment où les studios commençaient à réduire les budgets, il y avait des licenciements, effectivement. C'est très dommage parce que aujourd'hui, je pense que l'abonnement à une plateforme pour accéder à des contenus exclusifs est la meilleure façon de généraliser le podcast payant, c'est-à-dire que plutôt que de payer par podcast, on paye un abonnement à une plateforme et on accède à toute une offre. Mais effectivement, ça bloque l'accès à d'autres auditeurs sur d'autres plateformes et on limite forcément son audience aux utilisateurs qui sont sur cette plateforme spécifique. C'est intéressant. Il y a des modèles, je me rappelle, c'est Magellan qui a juste, je crois, pris ce switch-là pour devenir plateforme payante. Et je m'interrogeais sur le nombre d'utilisateurs qui pourraient être intéressés par ce genre d'offre un peu bundlée. Toi, tu penses qu'il y a une demande pour justement des plateformes qui, moyennant un certain abonnement par mensuel, te donnent accès à... J'imagine, en tout cas, d'ailleurs, c'est un peu le positionnement de Docurama, j'allais dire, en fait, en réalité. Ouais, alors c'est vrai que nous, on n'est pas une plateforme comme Magellan à la base, qui avait un écosystème vraiment fermé. Nous, on a fait le choix, effectivement, de proposer du contenu payant, exclusivement, réservé aux abonnés payants. Donc, c'est disponible sur Apple et Spotify. Et on a lancé cette offre fin janvier. Et aujourd'hui, on est assez content de voir le trend d'abonnés, de semaine en semaine. Tu peux le dire, combien d'abonnés ? Je ne vais pas communiquer de chiffres exacts, mais en tout cas, nous, ce qui nous importe, vraiment, c'est de voir l'évolution. Et on se rend compte, et ça, c'est, je dirais, plutôt logique, mais en même temps plutôt réjouissant, que dernièrement, on a lancé une super série sur l'affaire Clearstream. C'était une super enquête, très, très documentée, très riche. Et là, on se rend compte qu'en publiant cette série, auquel on croyait beaucoup, on voit un pic d'abonnement assez significatif. Donc, on se rend compte qu'en fait, sur le payant, c'est possible. Mais il faut avoir des programmes de grande qualité et de l'exclusivité, parce que je crois que le fait d'avoir une offre payante qui va proposer simplement de l'avant-première ou des contenus sans publicité, c'est pas suffisant. Mais je crois qu'avec une offre assez forte, éditorialement, on peut convertir des abonnés. Juste pour résumer ce que tu as dit plus tôt là sur Docurama, c'est que vous avez lancé ça pour donner
un nouvel écrin à vos contenus qui étaient un peu plus niche. Totalement. C'est bien ça, ouais. Totalement. Et d'un point de vue ARPU, revenu par utilisateur, est-ce que tu regardes si finalement un podcast qui est chez Docurama te rapporte plus qu'un podcast qui est financé par la pub? Non, pour l'instant, on le regarde vraiment parce qu'on est vraiment en phase d'apprentissage et de test. Donc, on rentre pas dans ce détail-là. On va y arriver, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui était effectivement pour nous important, c'est de se dire que autant un podcast de True Crime, un podcast d'histoire, typiquement, là, on vient de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Roi de France. On s'intéresse au Roi de France, de Clovis à Louis-Philippe Ier. Vraiment, on fait 15 siècles d'histoire. Ça, on pense qu'on a le potentiel de créer une audience assez large et qu'on peut le monétiser grâce à nos partenaires d'Audion. Okay. Sur des thématiques parfois plus compliquées, typiquement, on a une super série sur l'Odyssée de Deep ou sur le radeau de la Méduse. Ça, on sait qu'en 4 épisodes, on va avoir du mal à construire une grosse audience. Donc, on sait que Docurama, c'est pour nous une jolie manière d'avoir un écran de présentation et de mise en valeur de tous ces documentaires unitaires ou ces mini-séries. Ok, donc pour résumer, aujourd'hui, quand tu dois décider ce que tu mets dans Docurama et ce que tu laisses en accès gratuit, c'est finalement le potentiel de volumétrie d'audience qui va... Ouais, c'est le seul facteur ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Et après, il y a aussi tout un tas de réflexions sur, OK, tel programme, c'est peut-être un joli produit d'appel, une jolie vitrine dans Docurama, donc on va peut-être plus le mettre là. Donc, c'est un peu un travail, je dirais, sur mesure, où on se dit, bon, comment exposer au mieux ce contenu-là. Et ce qu'on fait également, c'est que avec les producteurs avec qui on travaille, on leur propose aussi de coproduire ensemble des podcasts originaux. Donc, par exemple, ils ont un projet en cours de développement ou en cours de production. On vient se greffer à leur équipe. On leur dit, OK, vous avez un super sujet. Nous, on va faire un podcast qui va aborder le sujet, mais avec un angle différent. Et donc là, c'est du vrai podcast natif. Et donc, on imagine une narration vraiment dédiée au podcast. Et donc, on arrive à la fin avec 2 objets, un documentaire audiovisuel et un vrai podcast natif. Et là, pour nous, c'est aussi la stratégie en se disant, comment exploiter ces séries originales qu'on veut fortes, ambitieuses, et donc est-ce qu'on les met dans Docurama, est-ce qu'on les met dans l'univers gratuit? Ça, c'est vraiment notre stratégie. Le payant, vous avez déjà tenté ça chez Futura? C'est compliqué. C'est compliqué. On y réfléchit, mais effectivement, c'est un modèle qui est difficile à trouver, comme tu l'as dit. Proposer de l'avant-première ou du modèle sans pub, les chiffres le montrent. Je crois qu'il y a 27% de personnes qui seraient prêtes à payer un abonnement pour ne pas avoir de pub, donc l'intérêt est faible. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on crée un modèle payant intéressant pour nos audiences sans passer énormément de temps et investir énormément de travail dans une production qui va être beaucoup moins écoutée, et surtout sans se restreindre à une plateforme. Donc aujourd'hui, il y a des hébergeurs qui commencent à proposer un modèle où les gens s'abonnent via l'hébergeur et ensuite ont accès au podcast sur toutes les plateformes, en tout cas une grande majorité des plateformes. Mais il faut qu'on ait une offre conséquente derrière parce qu'on ne peut pas demander aux gens de payer leur Netflix, leur Spotify, l'accès au monde, que sais-je. Enfin, au bout d'un moment, il va nous falloir un Netflix du podcast. Ouais, d'accord. Et donc de votre côté, il faudrait que en fait, vous lancez plusieurs émissions ou séries d'un coup pour justifier de mettre tout ça en payant en groupe. Lancer un programme payant en solo, ça paraît illusoire. Je trouve que Docurama est un très bon exemple de modèle qui peut être vertueux, justement, où on n'a pas seulement une offre, mais on a tout un bundle de podcasts qui sont inclus dans une offre globale. Et typiquement, par exemple, c'est vrai que nous, on s'est offert cette liberté-là de se dire, OK, on construit un bundle avec plein de podcasts parce qu'on fonctionne avec du catalogue audiovisuel. Et c'est vrai que si on devait tout produire nativement les contenus de Docurama, ça n'aurait aucun sens économiquement. Et tu en parleras mieux que moi, mais il y a l'exemple, j'y reviens, de Transfert aussi qui est intéressant parce que du coup, ils ont lancé une version payante qui est un peu pour les hardcore users les plus engagés, en fait, qui est intéressant aussi. Totalement. Là, c'est vraiment l'inverse de Docurama, c'est on se concentre sur un podcast Transfert et on vient proposer des contenus exclusifs. Donc, c'est soit des histoires, des nouvelles histoires Transfert exclusives, soit des nouveaux formats, donc les coulisses de Transfert ou alors des que sont-ils devenus. Et ça fonctionne très, très bien. Mais après, il faut effectivement avoir une base d'audience de base. Totalement. Parce que j'imagine que c'est peut-être 5-10% max de l'audience totale qui se convertit. C'est vrai qu'on prend l'audience de Transfert qui est assez énorme, ça fait vite du monde. Et effectivement, ça montre que pour nous, pareil, c'était un test chez Slate Transfert Club, l'offre payante, c'était un test. Et on se rend compte qu'effectivement, ça fait sens et que il faut effectivement bien aligner le prix par rapport à ce qu'on propose. Et typiquement, chez Docurama, c'est 2,99 € par mois et 23, je crois, à l'année. Comment tu as choisi 2,99 €? Tu as fait de l'A/B testing ou allez. On a fait un petit peu d'A/B testing, de sondage, etc. Et on avait aussi la volonté d'être vraiment plus bas qu'une
qu'un abonnement de Ouais. SVOD. Enfin, effectivement, le catalogue de Netflix ou d'Amazon c'est Netflix, Disney+. voilà, tellement. Donc, on voulait vraiment être en dessous et effectivement, psychologiquement, avoir un prix qui ne semble pas non plus si important. En se disant, bon, je teste et si ça ne me plaît pas, c'est pas très grave. Et on se rend compte que ça fonctionne pas mal. Alors, on a parlé monétisation via le payant. L'autre volet, évidemment, c'est la pub. C'est un peu le nerf de la guerre. Emma, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment est-ce que vous monétisez via la pub vos podcasts? C'est quoi votre stratégie de monétisation? Donc, vous passez par la plateforme Audion 360 depuis peu. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui c'est quoi l'offre publicitaire de Futura? Est-ce que c'est la même auprès de tous les podcasts ou ça dépend selon les podcasts? Comment est-ce que vous mettez ça en place? Ça va dépendre des annonceurs qui se tournent vers nous. Donc, Ok. évidemment, la programmatique aujourd'hui, c'est le cœur battant de nos podcasts. Ensuite, on va pouvoir proposer effectivement du spot audio host-read, du sponsoring. On va pouvoir proposer du brand content. C'est la force d'être un média, c'est qu'on on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et généralement, on va chercher dans du qualitatif des choses qui sont assez fun. Et on fait de la marque blanche aussi. Ok. Mais la programmatique aujourd'hui, c'est sans Plus la que le host-read, parce que c'est vrai que pour le coup, vous avez des podcasts quand même assez incarnés. Et moi, c'est vrai qu'on m'a toujours vendu comme le host-read, mais comme étant la solution qui te rapporte pas des CPM intéressants, des super taux d'engagement, des super taux d'attention aussi de l'audience, mais c'est plus un succès d'estime peut-être que. Enfin, c'est dur de vendre du host-read peut-être. Il faut beaucoup de monde pour aller vendre du host-read. En fait, le plus compliqué aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux annonceurs que le podcast est très intéressant. On a un taux de rétention, de mémorisation et d'investissement des auditeurs face à une publicité qui est bien au-delà de ce qu'on a sur les autres médias audiovisuels, mais on a encore du mal à convaincre les annonceurs. Je pense qu'il y a un sujet de productivité, c'est que le reach peut-être par rapport aux autres canaux peut parfois être un peu plus faible, même si c'est hyper affinitaire. Et peut-être aussi, il faut avoir du contenu. Je sais pas, les marques sont pas toujours habituées, je crois, à faire de l'audio, même si évidemment, elles le font en radio, mais il y a un truc aussi, je pense, où quand t'as pas un support visuel, t'as peut-être l'impression que ça met moins en avant ta marque. Je sais pas, je me demande si c'est quoi un peu les retours que vous avez là-dessus. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des marques qui font un très bon travail pour vendre leurs produits via l'audio. Alors évidemment, l'automobile se débrouille très bien avec ça et c'est peut-être pour ça qu'ils sont parmi les plus gros annonceurs à se tourner vers l'audio aujourd'hui. Je sais plus ce que j'allais dire. Alors, je ne peux pas te le dire. Mais du coup, alors, le programmatique, c'est un peu le gros levier. Donc aujourd'hui, vous avez des emplacements pré-roll, mid-roll, post-roll. Ça dépend de la longueur du contenu? Oui, on va essayer de ne pas envahir nos auditeurs avec de la publicité. On s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'on a été très enthousiaste quand on est arrivé chez Audion de mettre du mid-roll partout et on nous a dit ouais, bof, il y a de la pub partout. Je crois qu'Alexandre avait les mêmes remarques via les retours, parce que du coup, toi, c'est via Apple ou les commentaires sous le podcast que tu as c'est vrai que c'est très minoritaire comme commentaire, mais du coup, on s'est dit qu'il faut faire attention effectivement à ça. Donc aujourd'hui, on a quand même un peu calibré, je pense, comme vous. C'est quoi tes règles en matière de pression publicitaire? Aujourd'hui, un épisode qui fait moins entre 15-20 minutes, on va pas mettre de mid-roll, on va simplement mettre de pré-roll. Donc voilà, on ajuste un peu, c'est vraiment du test and learn et on voit où est-ce que ça réagit. Et c'est sûr que typiquement sur notre programme jeunesse, des petites capsules de 4 minutes, on va pas mettre un mid-roll parce que ce sera un petit peu compliqué. La réaction n'est pas la même selon qu'on est sur un podcast narratif, un podcast d'actu, un podcast d'interview. C'est vraiment des choses très différentes. Si on est en train de dire « et c'est ainsi qu'elle mourut », si vous voulez aller chez McDonald's aujourd'hui, ça va. Il faut penser au contexte associé. Voilà, c'est pas terrible. Surtout qu'aussi, je crois savoir que le podcast, c'est quand même un environnement qui était plutôt qui n'avait pas beaucoup de pubs jusque-là. Et je pense que peut-être les auditeurs n'ont pas la tolérance qu'ils peuvent avoir peut-être sur les vidéos qu'ils regardent sur YouTube, même sur les sites comme Futura, où je pense que quand tu regardes une vidéo sur Futura, tu as systématiquement un pré-roll, potentiellement du display en plus. Je pense qu'il y a ce sujet-là aussi d'acculturation un peu à la pub aussi. Clairement, je pense qu'on va aussi s'habituer. Et puis tu peux pas skipper en plus sur l'audio. C'est plus compliqué de skipper la pub. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Et en même temps, je trouve que la pub est aussi plutôt bien intégrée. Et au démarrage d'un podcast, quand les spots ont été faits pour, quand on est sur un vrai spot natif, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quand on prend, je sais pas, YouTube, quand on a une vidéo YouTube, on a quand même à la minute beaucoup de spots qui peut arriver. Donc, je pense effectivement qu'il y a une question d'habitude pour l'auditeur.
Et Emma, donc vous avez switché récemment sur Audion 360. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de partenaire de monétisation? Parce qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et parce qu'on avait envie de tester un acteur qui était un peu plus gros, avec une techno qui était vraiment très intéressante. Et on voulait aussi se diriger vers un hébergeur qui nous donnait la liberté de nous connecter à d'autres régies publicitaires, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'hébergeur précédent, avec qui on était dans un contrat d'exclusivité. Parce qu'on est du coup sur une solution un peu full stack. Ils vous font l'hébergement, la monétisation, la distribution, en permettant d'aller sur les différentes plateformes. Et sur la monétisation, en fait, tu peux te connecter via le programmatique à d'autres apporteurs de demandes, en gros. Exactement, on peut monétiser notre inventaire via d'autres acteurs, et c'est vraiment intéressant pour nous parce que le fill rate de 100%, c'est compliqué à atteindre. Et voilà, ça nous permet de supplémenter nos revenus avec d'autres personnes. Et voilà, le fill rate, c'est un sujet aujourd'hui dans l'économie du podcast. C'est compliqué, hein, surtout en ce moment, la conjoncture économique, messieurs, pas simple. Donc voilà, ça met tout le monde à contribution, et je pense que ça rend service à tout le monde au final, puisque ça fait bosser plus de monde. Et c'était un peu le même sujet, je crois, chez vous, Alexandre, parce que historiquement, vous étiez adossé à une régie qui faisait du coup de la vente à gré à gré, j'imagine. Et il y a ce sujet de fill rate aussi, un peu taux de remplissage, pardon. Totalement. Et c'est vrai que notre confrère, du coup, Slate.fr, était déjà avec Audion sur la partie monétisation. Et on était hyper satisfait du travail. Et donc, on s'est dit, OK, avec Initial, allons-y. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fill rate, c'est capital. Et ce qui nous permet aussi d'avoir, je dirais, un peu de visibilité, parce que quand on voit ces fill rates qui évoluent sans arrêt, c'est quand même compliqué de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux me permettre. Et donc, c'est sûr que le fill rate, c'est capital. Ça et les CPM aussi, parce que c'est un peu les deux. Si ton fill rate explose, mais ton CPM chute bas, effectivement, c'est un arbitrage à deux. Et ça marche comment, du coup, peut-être, Emma, d'un point de vue monétisation avec Audion? En fait, en gros, c'est un modèle où finalement ils t'apportent ce qu'ils peuvent t'apporter, ou il y a une logique un peu de garantie? C'est quoi un peu le deal que vous avez? Je peux dire ou pas? Je sais pas interpréter tes expressions. On a signé un MG en début d'année parce que voilà, on avait besoin d'avoir une garantie, nous, d'être un petit peu rassurés. Aussi, exactement. L'année 2022 n'a pas été particulièrement rassurante, en tout cas de notre point de vue, pour les producteurs de podcasts. Donc c'était important pour nous de nous tourner vers un hébergeur qui puisse nous offrir des garanties. Donc le MG, c'est le minimum garanti. Il t'assure un revenu minimum. Donc ils prennent une part de risque, parce que s'ils n'arrivent pas à ce niveau-là, du coup, c'est de leur poche. Mais en revanche, après, ils peuvent le dépasser. Dans ce cas-là, évidemment, après, ils te reversent le surplus, quoi. Exactement. Et après, il tient. Et ils prennent leur com, évidemment, aussi. Voilà, et c'est notre responsabilité d'assurer les volumes d'écoute qu'on a avancés, évidemment, en signant le MG. Ok. En termes de format publicitaire, est-ce qu'il y a des pistes que vous explorez, autres que le pré-roll, mid-roll, post-roll? Vous avez pensé à d'autres choses un peu, ou Moi, je trouve que vraiment le brand content, donc vraiment les épisodes qui sont produits pour un annonceur, sont hyper qualitatifs. On peut faire des choses qui sont hyper chouettes, hyper engageantes, et on a des super retours de la part des clients. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on continue de creuser, et je pense que le podcast de marque est à ce jour le format publicitaire le plus qualitatif qui existe. Et c'est vrai qu'on le voit sur les autres formats, donc sur l'écrit, sur la vidéo, les marques font vachement de brand content. Maintenant, elles essaient toutes d'acquérir des audiences, puisqu'il y a un sujet c'est plus compliqué de cibler les gens en display, en pub, parce qu'il n'y a plus de cookies, etc. Et sur l'audio, c'est un peu la même tendance aussi, cette volonté finalement de créer sa propre voix. Ouais, totalement. Nous, on a lancé il y a 3 mois un podcast. C'était une idée édito chez nous, de faire un podcast autour des chiens, qui parle des chiens, et donc donner un peu la parole à des propriétaires de chiens plus ou moins connus, et voilà, se dire que c'était un peu la porte d'entrée, et au final, après, c'est une interview où on parle plus de la personne que du chien, mais jouer autour de cet univers-là. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des annonceurs qui pouvaient être intéressés, en disant, OK, chouette, c'est pas un podcast pur brand content que je viens imaginer, mais je m'adosse à ce projet qui me semble chouette, et j'ai envie de pouvoir participer à cette aventure-là. Et donc c'est une marque j'imagine, de nourriture pour chiens? C'est une marque d'assurance pour chiens, courtier en assurance pour chiens. C'est niche quand même. C'est tout à fait niche. Et donc voilà, on se rend compte que en plus, ce qui est assez génial, c'est que on arrive avec une vraie, proposition, une vraie liberté, et l'annonceur suit avec, ses envies, mais on est là sur une possibilité créative assez géniale.
Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes. Déjà, on va parler un peu de vos actus. Alexandre, du coup, au-delà de ce podcast de niche pour les chiens, est-ce que vous avez d'autres projets dans les tuyaux? Ouais, on a d'autres projets dans les tuyaux. Là, on a lancé dernièrement, je disais, Roi de France. Donc là, Ouais. c'est un podcast hebdomadaire où toutes les semaines, on vient parler d'un nouveau roi. On lance dans 15 jours un podcast qui s'appelle Police Scientifique. Et là, on vient s'intéresser à toutes les techniques, je dirais, médico-légales, Ok. criminalistiques pour résoudre un crime. Donc, on a tout un tas d'experts, de profilers, de photographes judiciaires qui viennent un peu raconter leur métier et Et ça, comment. c'est l'adaptation aussi ou Ça, c'est l'adaptation. Ok. On travaille avec un producteur américain qui a ce programme. Donc, on a adapté ce programme-là. Mais donc, voilà, c'est une adaptation qui est assez croustillante et donc qui sort dans 15 jours. Et on sort également, toujours dans 15 jours, La Petite Histoire de. Ça, c'est un format assez sympa. C'est des pastilles de 5 minutes qui racontent l'histoire derrière les objets du quotidien. Donc, par exemple, l'histoire du café, comment on a découvert le café. Et je vous laisse découvrir parce que c'est assez Et étonnant. ça, c'est créé original ou adaptation? Ça, c'est l'adaptation aussi. C'est Ok. l'adaptation aussi. Sur la création originale, donc là, on est en train de préparer la nouvelle saison de Raconte-moi une bêtise. Ok. Et on travaille activement sur l'adaptation donc en série d'animation de ce podcast. Ok. Et Matt, de ton côté Du côté du site, on lance notre deuxième mag papier qui va être consacré au cerveau, qui est dans les kiosques depuis le 26 avril, si je ne me trompe pas. C'est un mensuel ou c'est un... On est sur un trimestriel. On est sur un Et c'est le numéro 2 du coup. Un beau magazine c'est vrai que c'est rare, un groupe de presse web qui lance son magazine. Enfin, dans ce sens-là, c'est plus rare. Oui, c'est plus rare. On a pris le pari. On y croit. On y croit de rendre la science le plus accessible et le plus visible possible pour tout le monde. On travaille sur des offres d'abonnement site et du coup potentiellement par extension podcast vers la rentrée. Et côté podcast, lancement d'un podcast qui va s'appeler Infra à la fin du mois, qui est inspiré d'un podcast américain qui s'appelle Reasonably Sound, qui est animé par Mike Rugnetta, qui porte sur les sons. Sauf que nous, on va lui donner un angle plus scientifique. Ça va être très digressif, très conversationnel, enfin conversationnel entre moi-même et l'auditeur. Et le premier épisode sera sur le café aussi. Ah, décidément, thématique porteuse. Et peut-être une question que j'avais oublié de te poser, parce que c'est vrai que c'est important, tu l'as rappelé, du coup, Futura, c'est une audience assez significative sur le web. Donc, vous allez essayer de peut-être réfléchir à une offre payante qui associe écrit et podcast. Aujourd'hui, comment est-ce que vous capitalisez sur cette audience qu'est le web? Donc, j'imagine que vous servez des pages articles pour faire de la promo de podcast que vous lancez. Exactement. C'est un levier qu'on exploite encore peu, mais sur lequel on continue de travailler activement. On est présent sur la page d'accueil, évidemment. On est présent dans les rubriques du site, ce qui nous donne une visibilité qu'on travaille. Qu'on ne vienne. Don't at me, venez pas me dire que vous avez des podcasts. Du site, voilà, c'est ça. Il y a énormément d'enjeux dev. On a lancé notre nouvelle version du site en septembre de l'année dernière. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux dev qu'il faut prioriser. Mais voilà, moi, je mène mon petit combat quotidien pour que les podcasts soient plus visibles sur le site. Et effectivement, aujourd'hui, l'embed dans l'article publié, c'est vraiment précieux pour rendre son podcast plus visible et générer des audiences qui sont vraiment conséquentes. Il faut forcément que le sujet soit connexe à la thématique du podcast, ou même tu peux en mettre sur des sujets qui ne sont pas forcément directement liés. Je ne fais le podcast qu'avec qualité et conviction, donc non, je fais des sujets connexes et je défends cette connexion entre l'article et le podcast. Et on publie aussi les transcriptions de nos podcasts. Je tiens vraiment à ce que nos podcasts soient accessibles à tout le monde, y compris les personnes sourdes et malentendantes. Donc j'écris des transcripts et ils sont publiés aussi sur le site. Dédiées, Voilà, exactement. Et à l'inverse, est-ce que vous faites du text-to-speech à un moment? C'était un gros levier de création de contenu pour les éditeurs classiques. C'est un sujet. Il est question aussi de potentiellement créer un feed d'actualité à partir d'articles qui ont été audioisés. Et Audion sera potentiellement notre partenaire pour cette prochaine évolution. Ok, c'est noté. Merci à tous les deux de nous avoir partagé un peu vos actus, vos réflexions sur ce sujet. Merci du coup aux auditeurs, aux internautes qui nous ont suivis tout le temps de ce live. Vous devriez recevoir très prochainement du coup le replay. N'hésitez pas à le partager sur vos plateformes. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle session de l'Audion Morning Lab. Merci. Merci.